Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À première vue, Elliot Darnell n'était personne. Un adolescent maigre, presque fragile, dont la silhouette se fondait dans le décor gris et bruyant du lycée Roosevelt High School, un établissement ordinaire perdu au cœur de Brooklyn. Ses cheveux bruns, emmêlés et rebelles, tombaient sur un front souvent plissé d'inquiétude. Ses lunettes, trop grandes pour son visage fin, glissaient sans cesse sur son nez, comme un masque fragile derrière lequel il tentait de se cacher. Ses vêtements n'étaient pas à la mode, un vieux sweat délavé, un jean trop large qui pendait sur ses chevilles, et des baskets usées par des kilomètres de marche. Tout en lui semblait dire « Je ne dérange pas, laissez-moi tranquille ». Il marchait toujours la tête baissée, les épaules courbées, comme si le poids du monde reposait sur ses frêles épaules. Les couloirs du lycée, remplis de rires bruyants, de groupes d'amis serrés les uns contre les autres, de jeunes en quête d'identité, étaient pour lui un terrain hostile. Là, la loi du plus fort s'imposait, tacite, brutale. Chaque matin, en franchissant ces murs, Elliot sentait les regards lourds de jugement. Certains élèves détournaient la tête, d'autres ricanaient à peine dissimulés. Mais il y avait pire, ceux qui s'en prenaient à lui. Tous les jours, sans faute, on lui bousculait l'épaule dans les escaliers, on lui arrachait ses livres des mains, on lançait ses affaires à travers la pièce comme si elles n'avaient aucune valeur. Et il y avait cette voix qu'il reconnaissait au premier coup d'œil, une voix sarcastique et aigre. « Dégage, le stringman !» C'était Troy Beckman, le quarterback de l'équipe de football américain, grand, musclé, avec un sourire cruel et des yeux perçants qui semblaient toujours chercher une nouvelle victime. Derrière lui, ses complices, Mike Harlow et Darren Flint, deux garçons à la démarche assurée et au rire moqueur, suivaient comme des hyènes prêtes à bondir. Elliot ne disait jamais rien. Il ne criait pas, ne pleurait pas, ne se défendait pas. Il ramassait ses affaires, sans un mot, serrant les poings parfois jusqu'à blanchir ses phalanges. Il encaissait, jour après jour, comme si cette violence silencieuse était sa punition, son fardeau à porter. Il n'avait pas d'amis sur qui compter. Pas un seul allié pour lui tendre la main dans cette jungle qu'était Roosevelt High. Pas une voix pour défendre sa dignité bafouée. Son monde était un isolement froid, un vide qu'il remplissait de livres, de rêves et de silence. Et pourtant, chaque soir, après les cours, Elliot disparaissait. Quand la cloche sonnait la fin des cours à Roosevelt High School, les autres élèves se ruaient vers les fast-foods, les bus ou les terrains de sport, leur rire flottant dans l'air comme une musique étrangère. Elliot, lui, marchait seul dans l'ombre des immeubles, son sac accroché à une seule épaule, les yeux fixés sur un but que personne d'autre ne soupçonnait. Il descendait dans les entrailles du métro new-yorkais, à l'heure où les rames grondent comme des bêtes fatiguées. Assis dans un coin du wagon, il observait le monde en silence, les visages fermés, les corps pressés, les cris étouffés de la ville. Mais dans son esprit, tout était calme. Il ne fuyait pas. Il avançait vers quelque chose de sacré. Après 40 minutes de trajet, il descendait à une station presque abandonnée, au cœur de Bushwick, un quartier dur et brut où les entrepôts désaffectés côtoient les fresques murales comme des cris de résistance. Il traversait une ruelle étroite, que les passants évitaient instinctivement. Là, entre deux conteneurs rouillés, un escalier de secours grinçait à chaque pas, comme s'il protestait contre le poids de ses secrets. Elliot descendait lentement, jusqu'à une porte en bois massif, fendue par le temps, dont la peinture s'écaillait. Gravée au-dessus, presque effacée, quelques lettres tenaient encore. Dojo Ranzo discipline, honneur, silence. Il poussait la porte. À l'intérieur, le monde changeait. Le dojo sentait le bois ciré, la sueur ancienne, et l'encens discret brûlé chaque matin. Des katanas décoratifs pendaient au mur. Un autel sobre rendait hommage au maître disparu. Le sol, recouvert de tatamis usés, vibrait encore de l'énergie des années passées. Là, dans ce sanctuaire caché du monde moderne, Elliot devenait autre. Ici, il n'était pas le garçon moqué, ni le corps frêle qu'on poussait dans les casiers. Ici, il était un élève. Un disciple. Un guerrier en devenir. Le maître, Kenji Anzo, était un homme de silence et d'autorité. Japonais d'origine, sa peau marquée portait les stigmates de 1000 combats.
Ses cheveux gris, toujours noués en chignon, accentuaient la noblesse de son port. Mais c'étaient surtout ses yeux noirs, perçants, immobiles, qui forçaient le respect. On y lisait l'expérience, la douleur, et surtout, une paix rare. Hanzo parlait peu. Mais quand il parlait, chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau calme de l'âme. Ton corps est une arme, Elliot, disait-il d'une voix basse et posée. Mais ton esprit est un royaume. Tu choisis quand ouvrir la porte. Et quand la laisser fermer. Depuis l'âge de 10 ans, Elliot venait ici. Tous les jours. Sans exception. Noël, pluie, examen, fièvre, rien ne l'arrêtait. Il balayait, il frottait le parquet, il remplissait les seaux d'eau chaude avant chaque entraînement. Et ensuite, il s'exerçait. Il y apprit le karaté, pour la précision. Le taekwondo, pour la souplesse et la vitesse. Le jiu-jitsu brésilien, pour la maîtrise du sol et des clés articulaires. Le kung-fu, pour la fluidité, la grâce, et le lien avec le souffle. Le muay thai, pour la puissance brute. Et même des techniques secrètes venues d'Asie du Sud-Est, le sila indonésien, où les mouvements semblent danser avant de frapper. Mais plus que les techniques, plus que les coups, c'était une philosophie qu'il absorbait chaque soir. Une sagesse ancienne, transmise par gestes et silence. Car Hanzo répétait souvent. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Il est là, tranquille, inébranlable. Comme la montagne. Et Elliot écoutait. Pas seulement avec les oreilles. Avec son corps. Avec sa respiration. Avec chaque cicatrice, chaque humiliation gravée dans sa mémoire. Ce vendredi-là, il pleuvait. Pas une pluie vive et joyeuse. Non. Une pluie froide, lente, persistante, qui recouvrait les vitres du lycée comme un voile de tristesse. Les gouttes glissaient en file indienne sur les carreaux, comme des larmes silencieuses sur un visage qu'on ne regarde jamais. L'ambiance dans les couloirs était plus tendue que d'habitude. Les élèves, fatigués par la semaine, devenaient plus nerveux, plus bruyants. Mais Elliot, comme toujours, restait en retrait. Son regard était vide, perdu quelque part entre l'écho des moqueries et l'appel du silence. Après le cours de sport, les vestiaires étaient remplis de cris, de serviettes jetées, de casiers qui claquaient. Une vapeur légère s'élevait des douches collectives, brouillant les silhouettes comme dans un rêve étrange. Elliot s'habillait en silence, seul sur un banc du fond. Mais ce jour-là, 3 Beckman avaient d'autres plans. « Tiens, les gars, et si on lui donnait une vraie leçon ?» dit-il en attrapant le sac d'Elliot. Il n'y avait pas de haine dans sa voix. Juste ce ton léger, moqueur, que prennent les prédateurs quand la proie est trop docile pour même fuir. Sans prévenir, 3 lança le sac dans les douches encore humides. Il atterrit avec un bruit sourd, éclaboussant l'eau sale au sol. Elliot ne bougea pas. Il leva juste les yeux. Darren Flint, grand et nerveux, s'approcha et le poussa violemment contre le mur carrelé. « Alors, tu vas dire quelque chose cette fois ? Tu vas pleurer un peu ? Allez, fais-nous rire. » Mike Harlow, le plus brutal du trio, s'avança avec un sourire sadique. Il leva la main, prêt à lui asséner une gifle. Une bonne. Une de celles qui claquent, humilie, arrache jusqu'au peu de dignité qu'il pouvait encore avoir. Et là, quelque chose changea. Le monde sembla ralentir. La lumière des néons vibra. Le bruit environnant disparut. Le cœur d'Elliot ralentit, comme s'il plongeait dans un autre espace-temps. Il ferma les yeux. Il inspira. Lentement. Profondément. Comme on ouvre une porte qu'on a gardée verrouillée trop longtemps. Un souffle. Un claquement de talons au sol. Et le silence explosa. Quand Mike tenta de frapper, Elliot se pencha juste assez pour éviter le coup. Sa main gauche attrapa le poignet en vol, le retourna avec une précision chirurgicale. Mike cria de surprise, pas de douleur encore, juste un cri d'incompréhension. Elliot, sans hésiter, le fit pivoter et le plaqua contre le banc, le bras coincé derrière le dos. Un seul mouvement. Fluide. Calculé. Parfait. Darren, surpris, réagit instinctivement. Il fonça tête baissée. Mais Elliot l'avait déjà vu venir.
Il se décala d'un pas sur le côté, évita la charge, et frappa avec le tibia en plein dans la cuisse, au point de compression. Darren perdit l'équilibre, glissa sur l'eau des douches, et s'écrasa au sol, grognant, incapable de se relever. Il ne restait plus que 3. Le chef. Celui qui ricanait toujours. Mais il ne riait plus. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu fais? Trop tard. Elliot s'était déjà rapproché. Silencieux. Implacable. Comme une ombre qui s'avance sans bruit. Il se pencha, tourna sur lui-même, et balaya les jambes de 3 d'un mouvement sec. Le corps du quarterback s'éleva à peine dans les airs avant de s'écraser lourdement au sol, son souffle coupé net. Et puis, plus rien. 3 corps au sol. Un vestiaire figé. Un silence total, presque irréel. Même l'eau de la douche semblait s'être arrêtée. Autour, les autres élèves restèrent pétrifiés. Personne ne bougeait. Personne ne comprenait. Elliot se redressa. Il réajusta calmement la bretelle de son sac trempé, maintenant posé à ses pieds. Il regarda les 3 bourreaux à terre, essoufflés, hébétés, battus sans comprendre comment. Et dans un calme glaçant, il dit. Je ne suis pas un punching ball. Et je ne suis pas votre proie. Sa voix n'était pas en colère. Elle était, posée. Sûre. Comme une vérité ancienne qui se révèle enfin. Il tourna les talons et sortit. Lentement. Sans se retourner. Le sol était encore humide. Mais cette fois, il ne glissa pas. Il marchait droit. Lundi matin. La pluie du vendredi avait laissé place à un ciel blafard. Le vent soufflait sur les grilles du lycée Roosevelt High, faisant crisser les feuilles mortes comme des murmures d'un secret désormais impossible à taire. Les élèves arrivaient avec leurs téléphones brandis comme des trophées. Dans les bus scolaires, dans les couloirs, dans les escaliers, une même vidéo tournait en boucle. On y voyait un adolescent maigre, mal habillé, seul. Et en face de lui, 3 garçons sur 2, plus grands, plus forts, qui riaient avant d'agir. Puis, en moins de 3 secondes, le monde basculait. Des gestes fluides. Une vitesse irréelle. Des corps au sol. Et Elliot Darnell, debout, calme, comme s'il sortait d'une méditation. Personne ne comprenait. C'est un montage? Il a appris ça où? C'est un genre de ninja ou quoi? Même ceux qui s'étaient moqués de lui, ceux qui détournaient les yeux quand il se faisait pousser, regardaient maintenant l'écran avec crainte et fascination. La rumeur dépassa les murs du lycée en quelques heures. Certains médias locaux captèrent l'histoire sur les réseaux sociaux. Une chaîne parla d'un élève inconnu aux compétences de combat impressionnantes. D'autres criaient à la légitime défense. Certains, au contraire, dénonçaient une violence excessive. La direction, prise de court, convoqua une réunion d'urgence. Le principal, M. Hugues, un homme au ventre lourd et à la voix tremblante, se frottait les tempes en lisant les commentaires sur Twitter. Il voulait étouffer l'affaire, garder le calme, protéger la réputation de l'établissement. On doit comprendre ce qui s'est passé, et contrôler la narration. Sinon, c'est la mairie qui va nous tomber dessus. Mais il y avait un problème. Les parents d'Elliot n'étaient plus là. La mère d'Elliot, Naomi Darnell, était morte d'un cancer fulgurant quand il avait 9 ans. Une femme douce, enseignante passionnée, qui lisait des poèmes le soir et lui caressait les cheveux en murmurant. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Seulement de rester vrai. Son père, Isaiah Darnell, sergent dans les marines, était parti en mission un matin d'automne, et n'était jamais revenu. Officiellement porté disparu. Elliot ne parla plus jamais de lui. Depuis l'âge de 10 ans, il vivait avec sa grand-mère, Dorothy Darnell, dans une petite maison en briques rouges à East Flatbush. Une femme mince et droite, la peau brunie par le temps, les yeux clairs comme la vérité. Ancienne infirmière de guerre du Vietnam, elle connaissait la douleur, la peur, la perte. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour enseigner la force. Chaque matin, elle lisait les Écritures, une tasse de thé noir fumant entre ses doigts noueux, une Bible ouverte sur ses genoux. Et chaque fois qu'Elliot descendait dans la cuisine, elle levait à peine les yeux, mais disait toujours.
Reste droit, mon garçon. Même quand le monde veut te plier. Ce lundi-là, Dorothy Darnell fut convoquée par la direction. Elle se présenta à l'accueil à 11 heures précises, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et d'un manteau long usé mais propre. Son regard était calme, presque glacé. Elle marchait avec une canne, mais sa posture inspirait plus de respect que de pitié. En entrant dans le bureau du principal, elle refusa la chaise qu'on lui proposait. « Je préfère rester debout, dit-elle. Je suis venue pour mon petit-fils, pas pour m'asseoir sur vos excuses. » Monsieur Hughes tenta de balbutier une formule diplomatique. « Madame Darnell, nous, comprenons la gravité de l'incident. Nous voulons simplement éviter que cela ne prenne des proportions trop médiatiques. » Elle le fixa, impassible. « Est-ce que mon petit-fils a attaqué? Ou est-ce qu'il s'est défendu? Il a réagi avec une extrême efficacité, disons. Ce qui surprend, c'est... Ce qui vous surprend, coupa-t-elle, c'est que vous ne l'avez jamais regardé. Vous avez vu un garçon silencieux, alors vous avez cru qu'il était faible. Mais le silence, monsieur Hughes, est parfois le refuge des plus forts. » Elle se tourna ensuite vers Elliot, assis dans un coin de la pièce, les yeux baissés. « Regarde-moi, Ellie. » Il leva les yeux. « Tu n'as honte de rien. Tu as gardé ton calme. Tu t'es levé quand il le fallait. Et maintenant, tu marches droit. » Elle lui tendit la main. Il se leva. Et ils quittèrent le bureau sans un mot de plus. Monsieur Hughes tenta ensuite de contrôler les communications. Il convoqua les parents de Troy, Mike et Darren. Il interdit les téléphones en salle de classe. Il publia un communiqué sec sur le site du lycée, évoquant une altercation regrettable. Mais c'était déjà trop tard. L'histoire circulait librement, portée par la vérité visuelle. Les réseaux sociaux n'avaient pas besoin d'explications. Les vidéos parlaient d'elles-mêmes. Et pour la première fois depuis des années, les élèves regardaient Elliot Darnell autrement. Non pas avec peur. Mais avec respect. Avec curiosité. Avec une étrange admiration pour ce garçon qu'ils n'avaient jamais vu jusqu'à ce qu'il décide de se montrer. Quelques mois plus tard, après des années d'efforts et de silence, Elliot Darnell obtint son diplôme de fin d'études secondaires, avec les honneurs. Cette réussite, pour beaucoup, semblait improbable. Pour lui, elle était la conséquence logique d'une discipline invisible, forgée dans la solitude, dans le feu du dojo Hanzo, dans la détermination silencieuse d'un garçon que personne ne voyait vraiment. Lorsqu'arriva le moment de choisir une université, Elliot surprit tout le monde. Il refusa les grandes écoles, les universités prestigieuses, les bourses offertes par des programmes sportifs. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Il ne cherchait pas la renommée ni le confort. Avec l'aide de sa grand-mère Dorothy et d'anciens membres de la communauté locale, il trouva un petit local dans un centre communautaire modeste de Brooklyn. Une salle simple, avec des murs blancs et un sol en bois clair, baigné par la lumière du matin. Là, il ouvrit son propre dojo. Un lieu de paix et de résistance. Un refuge. Il le nomma l'art du silence, un hommage à son maître, Kenji Hanzo, qui avait transmis bien plus que des techniques de combat. Hanzo lui avait appris que la vraie force réside dans le contrôle, la patience, la paix intérieure. Le dojo n'avait rien de luxueux. Pas d'équipement coûteux ni de tapis dernier cri. Juste un espace où Elliot enseignait. Et il enseignait gratuitement. Il ouvrit ses portes aux enfants harcelés, aux jeunes en colère, aux adolescents rejetés par leur père, aux âmes blessées qui cherchaient un sens, un refuge, une famille. Il leur apprenait à se défendre, certes, mais surtout à se respecter, à écouter leur corps, à canaliser leur colère, à grandir avec dignité. Dans ce dojo, les cris de douleur et de rage se transformaient en silence concentré. Les larmes devenaient des forces nouvelles. À l'entrée, fixée sur le mur, une plaque en métal brossé portait ces mots, gravés en lettres sobres, mais lourdes de sens. Il pensait frapper un garçon faible. Il frappait un maître. Ces mots étaient devenus sa devise, son mantra. Il rappelait à tous que la puissance ne se mesure pas à la taille, ni au nombre de coups portés, mais à la force intérieure, au courage de se relever. 10 ans passèrent. Elliot Darnell était devenu un expert reconnu, non seulement en arts martiaux,
mais aussi en psychologie de la résilience et de la gestion des conflits. Il donnait des conférences, participait à des programmes sociaux, conseillait des écoles et des associations. Un journaliste du New York Times l'interviewa lors d'une émission spéciale consacrée à ceux qui changent la vie des jeunes défavorisés. La question fut posée, simple, directe. Vous souvenez-vous de ces garçons qui vous ont persécuté? Elliot sourit doucement, le regard rempli de sérénité. Je ne les ai jamais combattus. Je les ai libérés. Il marqua une pause, puis conclut. C'est ça, la force. Ces mots résonnaient bien au-delà du dojo. Il parlait à tous ceux qui avaient connu la douleur, la peur, la solitude, mais qui, un jour, avaient choisi de se lever et de marcher droit, en silence, mais avec une force indomptable.